Mattia Binotto est de retour en Formule 1 après avoir démissionné fin 2022 de son poste de patron de la Scuderia Ferrari. Mattia Binotto est officiellement de retour dans le monde de la Formule 1. Il prendra ses fonctions à partir de 1er août. Où est-ce que sera Mattia Binotto? Eh bien, Mattia Binotto prend la tête, ou va prendre la tête du moins officiellement, du projet Audi en Formule 1. C'est lui le big boss de Audi en Formule 1 désormais, Mattia Binotto. Lui qui va donc se voir guider tout simplement le projet d'un mastodonte comme constructeur qui est Audi en Formule 1. C'est une énorme nouvelle, ça a beaucoup de conséquences forcément en Formule 1 et en particulier du côté de chez Audi, parce que jusque-là il y avait quand même Andreas Seidl qui était PDG de Sauber, également aussi patron de l'écurie actuellement Sauber en Formule 1, qui quitte désormais l'écurie. On va comprendre pourquoi il quitte l'écurie aussi également. Oliver Hoffmann, président du conseil d'administration, qui avait pris aussi beaucoup de pouvoir dans le projet Audi, lui quitte le projet aussi du constructeur allemand. Bref, il y a eu un énorme remaniement du côté de chez Audi, à moins de 18 mois de l'entrée officielle en tant que constructeur en Formule 1 d'Audi en 2026. Donc du coup, il y a eu un énorme remaniement quand même, Baby Choum, du côté de chez Audi. C'est impressionnant de voir les choses, comment elles évoluent. C'est une énorme surprise, pas essentiellement de voir Mattia Binotto. Alors oui, bien sûr, Mattia Binotto qui arrive du côté de chez Audi, d'accord, mais surtout le remaniement qui arrive à moins de 18 mois. Moins de 18 mois, c'est quasiment demain, effectivement, dans le sport automobile. Ah, bien sûr, à l'échelle du sport auto, comme tu le dis, oui, ça va arriver très 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 vite. Mm. Forcément qu'on s'attendait de toute façon à un retour de Binotto dans le monde de la Formule 1. On s'attendait forcément à ce qu'il ait une seconde chance en tant que team principal. Là, c'est carrément un niveau au-dessus, c'est qu'il va forcément, comme tu l'as dit, prendre en charge le projet Audi d'ici son arrivée. Oui. Ça montre quand même que voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, forcément, que ça s'est peut-être mal passé Oh oui. à certains départements. Donc on a appelé Binotto à la rescousse pour justement essayer de remettre le bon cap, en tout cas la direction nécessaire pour une bonne entrée d'Audi en Formule 1. Parce que au-delà de son arrivée, c'est vrai que beaucoup de personnes étaient enthousiastes en fait à l'arrivée, surtout à l'arrivée tout court de Audi en Formule 1. On se disait qu'ils allaient arriver, qu'ils allaient tout casser, mais non, ça marche pas comme ça. Ah non. Ça marche pas comme ça prend énormément de temps. Et on a vu avec les déclarations qu'il y a eu par le passé, que ça va prendre énormément de temps, qu'on n'est pas forcément satisfait partout Oui. de l'avancée forcément de ce projet-là. Donc on a eu besoin de changement, visiblement, et tout de suite. On va dire qu'il a fallu stopper l'hémorragie au plus vite, et Binotto est pour Audi, en tout cas, l'homme de la situation qu'ils ont trouvé pour corriger le tir. Ouais, l'homme de la situation qui est Mattia Binotto. Alors c'est vrai que c'est un choix qui est extrêmement intéressant vis-à-vis de Audi. Avant de parler des raisons de pourquoi Andreas Seidl et Oliver Hoffmann, qui étaient, j'ai envie de dire presque Baby Choum, numéro 1 et numéro 2, ou même numéro 1 tous les deux du côté de chez Audi en Formule 1, ont été priés de partir. Mais l'arrivée de Mattia Binotto, pourquoi en fait pour Audi c'est extrêmement important d'avoir un Mattia Binotto? J'avais envie de dire, pour Audi, prendre Mattia Binotto, c'est le choix parfait. J'insiste réellement sur le fait que c'est le choix parfait parce qu'il faut faire la comparaison de où était Mattia Binotto et quelle est l'expérience de Mattia Binotto en Formule 1 vis-à-vis de Audi. En fait, Mattia Binotto, quand il était du côté de chez Ferrari, il était patron de la Scuderia Ferrari, mais il était avant tout ingénieur. C'est un ingénieur de métier, Mattia Binotto. Il a dédié d'ailleurs toute sa vie, il faut le dire, et sa carrière bien sûr, mais sa vie à la Scuderia Ferrari. Il était présent dans des titres de Schumacher, il est rentré en tant que stagiaire du côté de la Scuderia Ferrari, je crois en 94-95 en tant qu'ingénieur stagiaire, donc du coup, et il a gravi les échelons jusqu'à devenir justement patron de la Scuderia Ferrari après Maurizio Arrivabene. Et il a une expérience tellement importante, il est l'une des meilleures têtes pensantes en Formule 1 et même peut-être dans l'histoire de la Formule 1, et on peut oser le dire justement Mattia Binotto. Et le fait est qu'il a aussi cette expérience, au-delà d'être ingénieur, il a l'expérience de gérer une écurie usine, châssis, mais également une écurie qui produit ses propres moteurs. Et en fait, il faut un homme
capable de faire ça, un homme ayant cette expérience pour guider un projet aussi importantissime que le projet du constructeur Audi en Formule 1, qui fera son propre châssis, ce sera du côté de Sauber, donc à Hinwil en Suisse, puisque Audi a racheté la structure de Sauber, il est bon de le rappeler, et également son propre moteur dès 2026, bien sûr, qui sera donc fait en Allemagne à Ingolstadt, si je ne me trompe pas, l'usine d'Ingolstadt qui a été construite spécialement par Audi, hein, d'ailleurs, il faut le rappeler, cette usine moteur. Et en fait, l'expérience de Mattia Binotto est absolument importante, cruciale pour justement mettre à bien et en sérénité le projet d'Audi en Formule 1. Du point de vue du CV, Mattia Binotto remplit toutes les cases pour être le nouveau patron du projet d'Audi en Formule 1. Et quand je parle d'Audi, je ne parle pas d'un petit constructeur, hein. On parle d'un constructeur absolument incroyable dans l'histoire du sport automobile, qui a gagné le Dakar, qui s'est aussi imposé également du côté du rallye, qui s'est imposé à multiples reprises aux 24 heures du Mans en endurance. Bref, on ne parle pas de n'importe quel constructeur, on parle d'un constructeur qui a une immense histoire en sport automobile. Et c'est pour cette raison justement que Mattia Binotto est peut-être l'homme parfait pour prendre les rênes du projet Audi par son expérience absolument cruciale et importantissime, et surtout le CV qui convient parfaitement pour prendre la tête d'un projet comme celui d'Audi en Formule 1. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Baby Chum? Techniquement, l'homme parfait, il l'avait, hein. Je suis pas autant d'accord avec toi sur Andreas Seidel, parce que Seidel, en Formule 1, il n'avait pas guidé de projet, j'ai envie de dire, châssis et moteur. Tu vois, je sais pas, McLaren. C'était pas châssis moteur, c'était Mercedes à l'époque. Oui, mais le renouveau de McLaren, c'est aussi grâce à lui. Bien sûr, ça, d'accord. Tu vois. Oui, bien sûr. Donc forcément que c'est aussi important à prendre en compte. C'est que on savait que Seidel de toute façon avait un tempérament particulier, une façon de faire qui plaisait pas forcément à tout le monde, mais qui marchait. Et le fait justement de l'avoir mis PTG, c'est ce qu'on disait justement quand il y avait eu cette annonce-là, que c'était un poste quand même qui lui convenait plutôt bien. C'était pas forcément pour être opérationnel après au niveau de la piste, mais c'était surtout pour gérer une marque comme Audi en Formule 1. Et pour moi, c'était quelqu'un qui remplissait toutes les cases justement pour remplir ce poste. Binotto, après, lui, a des connaissances effectivement de la Formule 1. Il a des connaissances justement en termes, comme tu l'as dit, de moteur, vu que c'est de là qu'il vient. Mais le relationnel, on sait que c'est pas encore ça, quoi. Ah bah après, il peut. Encore une fois, l'expérience fait aussi l'homme que tu peux devenir, et l'expérience fait qu'il peut s'améliorer sur ses points. Je pense que aussi. Après, je pense qu'il y a le contexte aussi, parce que je pense qu'à Mattia Binotto réussira plus du côté de chez Audi que du côté de chez Ferrari. Pourquoi? Parce que pourquoi? Il y aura moins de pression parce que. Bah en fait, c'est pas une question de pression, c'est une question aussi que il y a moins. Je sais plus qui en parlait justement de ça il y a quelques jours, par rapport à Lewis Hamilton, sur le fait que Hamilton va peut-être devoir s'habituer d'une certaine manière à l'esprit italien, à l'esprit qui est différent d'une manière à l'esprit latin. Voilà, pour parler. L'esprit latin est peut-être un peu plus, il faut le dire, un peu plus dans l'émotion. Et en fait, Mattia Binotto, parfois, il était, j'ai envie de dire, il était sous la pression de l'émotion des autres personnes du côté de chez Ferrari. Là maintenant, en fait, quand il sera du côté de chez Audi, ce sera un esprit anglo-saxon, ce sera totalement différent, ce sera un esprit d'ordre, un esprit justement d'ordre, de data, de compréhension, pour aller dans le droit chemin d'une certaine manière, et il n'y aura pas de remise en question via l'émotion. C'est pour ça que je trouve que Mattia Binotto a été victime quelquefois des coups d'émotion qu'il peut y avoir en interne du côté de chez Ferrari, alors que là, du côté de chez Audi, ce sera vraiment totalement différent. Il pourra plus faire d'ailleurs on va dire un peu, c'est vrai qu'à l'époque, il aimait bien mettre ses potes, pas ses potes, mais un peu ses amis, on va dire ça, Mattia Binotto, de ce qu'on avait entendu du côté de chez Ferrari, au poste important, et même quand il faisait des conneries, il leur disait pas qu'il faisait des conneries, quoi. Bah c'est ça, c'est fini. Mais justement, quand tu prenais l'exemple d'Hamilton, qu'il va falloir qu'il se familiarise justement avec cette mentalité latine, bah Binotto ça va être pareil, mais le sens inverse. Il va falloir qu'il s'habitue justement à cette méthode de travail anglo-saxonne. Quand t'as passé toute ta vie chez Ferrari, forcément, hein, c'est différent d'aller voir ailleurs. Ce sera un nouveau challenge pour lui dans sa carrière, qui n'a pas connu autre chose que Ferrari. Donc c'est un petit peu à l'image, tu vois, Binotto. C'est un peu à l'image d'un pilote qui part de la grille et à qui on offre une seconde. Elle est très belle cette image.
et à qui on offre une seconde chance, quoi. C'est... Elle est magnifique. Je sais pas, mais elle est très jolie. Là, elle est très heureux incroyable. d'être là, Mathieu Binotto, on l'a dit là. Oui, voilà, c'est ça. Surtout que, bah, premier route, ça arrive vite, hein. Ça va. Le route, c'est demain, hein. Enfin, techniquement, oui, c'est quasiment demain. Non, mais voilà, c'est ça, c'est la prise de fonction va arriver très très vite. Mais tu vois, ce que je disais, c'est un petit peu à l'image d'un pilote qui, voilà, était sur la grille, qui, premier passage, s'est très mal passé, et à qui on va donner une seconde chance. C'est un petit peu aussi la seconde chance de Binotto, qui, je pense, en voulant prendre ce poste-là, veut se rassurer. Et veut se dire, bah, en fait, j'ai les épaules pour avoir un poste à responsabilité dans une grosse écurie, en tout cas dans une grosse marque. Ouais. Parce que bon, faut quand même admettre que voilà, son passage en tant que team principal chez Ferrari, bon, on a vu un petit peu ce que ça a donné dans la finalité. Dans le relationnel, dans la communication. Et j'ose espérer en tout cas que il y aura des progrès à ce niveau-là pour lui. Parce que si rien ne change, je te garantis qu'on va bien se marrer. Hein. Ah, peut-être, c'est vrai. Mais alors, c'est vrai qu'on n'a pas dit quels seraient les postes justement de Mattia Binotto du côté de chez Audi. Alors, il prend la tête, Mattia Binotto, du côté de chez Audi, du projet du moins Audi en Formule 1. Mais il sera officiellement directeur des opérations. Donc, pour le coup, prendre la tête, comme on avait dit, du projet Audi. Mais en plus de ça, directeur technique en chef. Et ça, Baby Choum, on insiste réellement sur le fait de directeur technique en chef, parce qu'en tant que directeur technique, il peut intervenir directement sur le choix de la monoplace, que ce soit d'ailleurs au niveau du moteur, mais surtout au niveau du châssis. Et c'est justement le corps de métier de Mattia Binotto, ça, Baby Choum. Oui, bien sûr. Je pense qu'après, il aura beaucoup plus d'éléments à apporter sur peut-être le moteur qu'autre chose. Maintenant, il faut voir aussi les hommes qui sont en place justement dans ce projet en interne sur les différents départements. Je les connais pas, mais l'important, ça va être justement de bien travailler ensemble. Ouais. Je pense que quand Binotto a eu cette proposition-là, et voilà, il s'attend pas non plus à performer directement. L'objectif numéro 1, justement, ça va être de canaliser tout le monde dans la même direction et d'avancer sans brûler les étapes. Ouais. Ça c'est le plus important. L'avantage en fait qu'il aura, c'est qu'on ne pourra pas. Ce sera compliqué en fait de juger Audi dès 2026. Je suis d'accord, oui. Ce sera pas possible. Donc en fait, l'avantage qu'il aura comparé à Ferrari, où ok, je l'avoue, hein, mais on laisse pas peut-être par moment assez le temps en fait chez Ferrari de s'adapter, où on veut effectivement des résultats tout de suite. Chez Audi, en fait, il aura peut-être cet avantage-là d'avoir le temps. Oui. De pouvoir justement mener son projet à bien. Mais pour mener son projet à bien, il faut déjà que tu partes d'une bonne première page dès le début. Oui. Pour que justement ton projet puisse monter en puissance assez rapidement. Et ça va être l'objectif justement, et c'est ce qu'on va demander à Mattia Binotto de faire. Donc oui, son expertise va être extrêmement importante, mais l'apport aussi à l'usine, couplé à son expérience, va falloir que ça marche. Va falloir que ça marche, effectivement. Ça me rappelle d'ailleurs, on peut rappeler d'ailleurs le passé justement de Mattia Binotto, parce que c'est un point qui est extrêmement important. Il est arrivé à Scuderia Ferrari en 1995 en tant que stagiaire, ingénieur à la Scuderia depuis 1997. Il a fait partie du département moteur à partir de 2004. Il a été l'un des artisans des triomphes de l'ère Schumacher, sous la présence d'ailleurs de Luca Di Montezemolo et justement sous la direction de Jean Todt. Il a été responsable en 2007 du montage des moteurs à partir de 2007. Donc du coup, 2009, responsable également du développement du fameux KERS, qui est devenu ensuite le MGUK, MGUH et ainsi de suite. Il a ensuite, en 2014, derrière, il est à la tête du département moteur, justement, Mattia Binotto. Il n'y a eu aucune victoire en 2014, mais en 2015, c'est en grande partie grâce à lui. S'il a fait à Ferrari, il retrouve d'ailleurs le succès avec les 3 victoires de Sébastien Vettel. Et puis il a réussi à remettre de la performance moteur. Donc c'est pour réellement mettre en valeur le travail de Mattia Binotto. Il y avait eu notamment, souvenez-vous, en 2016, le départ surprise malheureusement de James Allison, qui était dû au décès de sa femme. Malheureusement, il avait dû quitter justement James Allison. Et il était devenu derrière directeur technique sous Sergio Marchand, confiant les travaux réalisés par Binotto en 2015. Et puis en 2019, c'est là où il devient patron de la Scuderia Ferrari, après les conflits avec Maurizio Arrivabene. Et c'est un choix de Sergio Marchand qui avait été respecté, justement, souviens-toi, c'était après la mort de Sergio Marchand. Et justement, les dernières volontés, entre guillemets, ça avait été de mettre Mattia Binotto. Les volontés avaient été respectées. Et après, la suite, on la connaît derrière pour Mattia Binotto. Donc, c'est la preuve réellement que ce n'est pas non plus, j'ai envie de dire, n'importe qui. Parce que
je trouve que beaucoup de personnes oublient qui est réellement Mattia Binotto en tant que tel et en tant qu'ingénieur réellement. Tout le monde se souvient de son dernier passage en tant que patron de la Scuderia Ferrari, quoi. Ah, mais moi j'ai toujours dit. Moi, même de son passage en tant que TP, je l'ai toujours dit. C'est un ingénieur exceptionnel. Mais bon, question relationnelle. Force de constater, il y avait quand même des questions qui se posaient en fait à son sujet. Et c'est pour ça que je disais que j'espère que justement chez Audi, il arrivera à avoir une meilleure approche à ce niveau-là. Parce que forcément, oui, que la partie ingénierie, la partie conception, ça ok, c'est un boss, il n'y a pas de problème. Ça, il va être dans son élément, il n'y aura pas de souci. Je pense que ça va même lui faire plaisir, je pense, d'être un petit peu à touche à tout et de voir l'avancée justement de son point de vue, en fait, et de pouvoir donner un avis un petit peu sur tout. Ça, là-dessus, ça va lui faire plaisir. Mais c'est team principal de toute façon. Pour moi, c'était pas fait pour lui. Là, il est même plus que team principal, hein, d'ailleurs. Il est pas dit qu'il prend le poste d'Andreas Seidel, j'ai envie de dire, dans la finalité. Mais il prend quasiment tous les postes en fait d'Andreas Seidel. Et c'est pour ça que même je vais aller plus loin. Et c'est là exactement, là, Hicham, où je voulais aussi en venir. Et j'y pensais justement à l'instant. C'est le fait que Mattia Binotto, tu le disais, Baby Choum, n'a à l'heure actuelle pas le poste seulement de team principal, ou peut-être même pas le poste de team principals. C'est une autre personne qui peut potentiellement arriver du côté de chez Audi Sauber pour prendre la tête justement des opérations directement sur la grille en tant que team principals. Et celui qui serait attendu, ce serait l'actuel team principals d'Aston Martin, à savoir Mike Krack. Et pour être tout à fait honnête, l'équipe Mattia Binotto, Mike Krack, je trouve que ça ferait un excellent tandem à la direction du côté de chez Audi, du moins dans le projet Audi. Pourquoi pas En vrai, pourquoi pas. Voilà, là, Krack, de toute façon, on voit un peu ce qu'il fait chez Aston Martin. Certes, les performances d'Aston cette saison ne sont pas au rendez-vous, on va dire. Voilà, oui, au rendez-vous. Forcément, faut être honnête. Mais bon, il y a quand même, on va dire, une amélioration globale dans la structure de l'écurie. Et il faut des hommes importants. Et Mike Krack, justement, fait partie de ces hommes importants de chez Aston Martin. Ouais. Et tu te dis que un projet comme Audi, de toute façon, peut potentiellement extrêmement en fait attirer du monde. Et en fait, il suffit par moment des fois d'une personne qui arrive au sein d'un nouveau projet pour attirer énormément de monde derrière. Tout simplement. Maintenant, est-ce que Binotto et cet homme-là, pour un second baquet, effectivement, ça va redistribuer les cartes. Ça, c'est sûr qu'il y en a un maintenant qui va peut-être encore faire volte-face à Alpine. Hein, on en parlera peut-être plus tard. Oui, je suis d'accord. Mais voilà, après, pour tout ce qui va être team principal et autres, faudra voir si justement Binotto arrivera à les convaincre, ou si même le board d'Audi arrivera à convaincre des gens de venir, parce qu'il y a eu une période pas si lointaine que ça, où au final des gens ne croyaient pas forcément au projet Audi et sont partis d'eux-mêmes. On laissait un petit peu le projet en berne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui chez Audi, heureusement qu'on commence pas la saison prochaine, mais plus en 2026, parce que là on est encore en recrutement intensif, où même quand ils avaient fait leur première phase de recrutement, ça se bousculait pas des masses justement pour venir en fait dans ce projet-là, quoi. En fait, ça va justement à la raison de pourquoi Andreas Seidel et Oliver Hoffmann, qui sont deux personnes qui avaient deux postes extrêmement importantissimes dans le projet Audi, on leur a demandé de partir du côté du board en tant que constructeur du constructeur Audi. Pour tout résumer, est-ce que je t'avais bien expliqué tout à l'heure pourquoi ils s'étaient fait virer les deux ? Mais ouais. Développe. Allez, on va développer. En gros, pourquoi Andreas Seidel et Oliver Hoffmann se sont fait tous les deux, on leur a demandé tous les deux de partir du projet Audi. Andreas Seidel, qui souvenez-vous, provenait de McLaren, et comme tu l'as très bien dit, Baby Choum, Andreas Seidel, c'était pas non plus n'importe qui, c'était quand même celui qui dirigeait justement auparavant l'écurie McLaren en Formule 1, qui avait le poste justement d'Andrea Stella aujourd'hui. Et bien Andreas Seidel, c'est celui grâce à qui McLaren aujourd'hui est dans cette situation, parce qu'il est grand artisan du retour de McLaren. Et bien Andreas Seidel avait quitté McLaren, souvenez-vous, c'était fin 2022, pour s'engager avec Sauber dans le projet de Sauber Audi pour début 2023, fin 2022.
et il était PDG de Sauber. Il était même devenu au début de saison 2024 de Formule 1, eh bien, team principal, enfin patron de l'écurie directement dans les activités piste, Andreas Seidel. Sauf que dans cette histoire-là, il y a aussi cet homme que vous voyez juste ici. Et cet homme s'appelle Oliver Hoffmann, qui est président du conseil d'administration. Sauf que Oliver Hoffmann, il a été nommé il y a pas si longtemps que ça aux côtés d'Andreas Seidel, sauf qu'en fait les deux se bagarraient pour avoir du pouvoir. En fait, les deux voulaient se partager le pouvoir, ou plutôt les deux voulaient récupérer plus de pouvoir que l'un et l'autre. Et sauf que j'ai même envie de dire que Audi, qui a engagé Oliver Hoffmann et qui a mis du pouvoir sur sa tête, ce qui a gêné les activités d'Andreas Seidel. Andreas Seidel qui n'était pas content, donc il a voulu reprendre du pouvoir à Oliver Hoffmann. Oliver Hoffmann n'était pas content, donc il voulait reprendre du pouvoir à Andreas Seidel. Et bien derrière, il s'en est passé que Audi a dû prendre une décision. Et il n'a pas surtout voulu prendre parti auprès d'un des deux. Et ils ont dit, Audi a dit aux deux, écoutez, c'est terminé. Bonne soirée, c'est ciao, vous partez tous les deux et on met nous Mattia Binotto. Donc, c'est une guerre de pouvoir. Vous remarquerez que quand il y a une guerre de pouvoir chez le côté de Audi, on perd pas de temps. À différence de chez Red Bull, quand il y a une guerre de pouvoir, on l'a fait éterniser. Maintenant, la curée est en train de downfall. Mais bon. Moi, et en fait, cette guerre de pouvoir, vous me direz, ça aurait pu être une querelle de pouvoir qui n'aurait pas de conséquences. Sauf que cette querelle de pouvoir a eu des conséquences parce que semblerait-il que ça a ralenti drastiquement, est-ce qu'on peut aller jusque là, je ne sais pas, mais du moins ça ralentit la préparation à l'entrée d'Audi en Formule 1. Et de ce fait là, comme je vous l'ai dit, 18 mois c'est demain. Et donc comme Baby Shum l'a très bien dit, il y a eu un moment où plus personne ne voulait venir du côté de Audi parce qu'ils avaient eu écho justement du fait que c'était un petit peu ralenti les avancées et que le projet ne semblait pas du moins être dans une vision de viabilité à l'heure actuelle à court terme. Même sur le long terme ça commençait à être long, si on veut dire ça ainsi, pour tout se mettre en place, pour que tout puisse se mettre en place. Et donc désormais, avec l'arrivée de Mattia Binotto, on affiche de la sérénité et on affiche réellement un cap clair, comme dirait un parti socialiste. Mais ça affiche réellement un cap clair, une réelle vision vis-à-vis de la sérénité, vis-à-vis des avancées réellement. Et surtout, désormais, il n'y a qu'un seul homme qui est à la tête du projet. C'est Mattia Binotto. C'est Binotto qui gère tout dans le projet Audi. La seule personne à qui Binotto doit rendre des comptes, c'est au constructeur Audi directement, sans passer par d'intermédiaire, sans passer par d'autres personnes. Et alors, Mattia Binotto qui arrive du côté de Audi, comme je l'ai dit, moi je suis très content pour lui. Sauf que c'est aussi, il faut pas remettre la faute sur Andreas Seidel ou même Oliver Hoffmann par rapport à la querelle. C'est pas de la faute de Andreas Seidel si Oliver Hoffmann est arrivé. C'est pas de la faute d'Oliver Hoffmann si Andreas Seidel avait été à la tête et que c'est, Audi, c'est vraiment mis de la bataille et une perte de temps totalement inutile en mettant deux hommes qui se bataillaient du pouvoir en disant et qu'Audi n'ait pas réellement dit qui faisait quoi en fait. Et c'est ça en fait moi qui me dérange et je comprends mieux pourquoi le choix de Sainz finalement qui comprenait pas un peu qui faisait quoi en fait dans l'écurie finalement, surtout à la tête de l'écurie quoi. Oui, après oui, c'est peut-être ça qui a peut-être aussi mis le doute à Carlos de se dire oui, mais alors si j'arrive dans une nouvelle écurie qui n'a encore même pas fait ses débuts et que c'est déjà le bordel, est-ce que j'ai les garanties que ça se passera bien quoi? Ouais. Donc d'un côté, c'est sûr que tu peux comprendre un petit peu les hésitations qu'il avait à ce niveau-là. Maintenant, Audi n'a pas voulu se mouiller, en tout cas avant même son arrivée n'a pas voulu se mouiller. Donc voilà, on a mis Binotto. L'avantage après que l'arrivée de Binotto peut avoir, c'est comme tu l'as dit, tu as lancé le sujet, mais potentiellement l'arrivée de Carlos Sainz finalement, avec qui il s'entendait très très bien. Et puis aussi, vu que ça mettait un petit peu le recrutement d'ingénieurs et autres en berne ces derniers temps, peut-être que toutes les personnes actuellement chez Ferrari qui avaient la cote avec Binotto et qui maintenant ne sont plus en odeur de sainteté avec Vasseur, peut-être qu'il y aura de la place chez eux, chez Audi, tout simplement, et que ça amènera peut-être un vent en fait nouveau de recrutement, tout simplement. Et c'est aussi la volonté de Audi en fait. C'est que voilà, ils ont vu que les deux se tiraient dans les pattes et que du coup, forcément, le projet avançait un petit peu ralenti. Et ce qu'ils ont voulu avec cette arrivée, c'est d'apporter quand même un nouveau souffle et un nouvel élan en fait à ce projet. Et de se dire, maintenant, on repart dans cette direction-là et on arrête un petit peu en fait les enfantillages, tout simplement. C'est clair, très clair.
par rapport à Andreas Seidel et effectivement aussi à Oliver Hoffman. Et pour les pilotes, c'est vrai que tu commençais à amorcer le sujet, mais ça va être un sujet très important finalement. Mais à l'heure actuelle, et pour ajouter, c'est là où je voulais en venir, c'est que je cherchais là où je voulais en venir, mais et aussi pour ajouter par rapport à Andreas Seidel, vous remarquerez qu'aujourd'hui, notre petite écurie Sauber est en fond de grille et la pire écurie du plateau. Et que Andreas Seidel, en fait, lui disait ouvertement et assumait le fait en interne qu'il se concentrait uniquement sur 2026. Bon, vous me direz, c'est quelque même. Ça peut paraître logique, mais, mais finalement, bah, les performances à l'heure actuelle de Sauber, ça inquiète vis-à-vis de 2026. Et même celles de 2025 vont forcément beaucoup inquiéter et commencent à inquiéter réellement en interne et commencent réellement à inquiéter ceux qui veulent par exemple venir de projet Audi en Formule 1. Parce que, ben, à la différence peut-être d'Aston Martin, là Aston Martin avait déjà des instaffins, était quand même déjà impliqué en Formule 1. Là en fait le problème c'est que là c'est une toute nouvelle structure qui veut rentrer en Formule 1 2026 mais qui veut aussi également performer dès 2026. Sauf que la problématique c'est qu'il y en a à l'heure actuelle sur Sauber la pire écurie du plateau. Vous vous rendez compte qu'une écurie constructeur en Formule 1 qui veut rentrer en 2026 et à l'heure actuelle avec dans le même projet la toute dernière écurie du plateau et de très loin hein. C'est la pire voiture du plateau hein. Donc, et ça, semblerait-il, ça n'a pas eu tout joué en la faveur d'Andreas Seidel vis-à-vis de ce que rend réellement le projet directement sur la piste à l'heure actuelle, et que ça inquiète forcément ceux qui veulent venir du côté de Audi, en particulier même les pilotes, hein, Babychou, parce que Carlos Sainz, à l'heure actuelle, il était proche peut-être de du côté de chez Audi Sauber, mais en 2025, il aurait joué, et même peut-être 2026, je sais pas, mais 2025, il aurait joué littéralement les 18e places, quoi. Ça, t'es au courant. Ça, quand tu rejoins le projet, de toute façon, t'es au courant que 2025, il va falloir que tu passes à côté. T'es au courant forcément que ta saison va être plus que compliquée. Mais c'est le cap en fait qu'Audi a choisi. C'est un cap qui peut être bénéfique comme il peut être aussi catastrophique. Parce que si tu mets en fait autant de temps, autant de moyens justement pour te préparer en 2026 et arriver peut-être pas forcément le plus compétitif non plus, mais le plus sérieusement possible et que ça ne marche pas, bon bah là c'est sûr qu'on remettra peut-être un petit peu en question cette préparation d'Audi et son entrée en Formule 1. Mais aujourd'hui, tu te dis que bah c'est le fait de marcher comme ça, ce n'est pas non plus si déconnant que ça en fait. À quoi bon aller injecter dans la R&D à tout va dans une écurie comme Stake, sachant que en 2026 de toute façon tu vas repartir de zéro. Oui, ça. C'est assuré, voilà, c'est racheté, donc à partir de là, il y a juste besoin d'attendre, et eux ils ont juste besoin de bosser en fait en interne de la meilleure manière possible. Et c'est pour ça qu'il faut que du coup des bonnes personnes au bon poste, et qu'il faut du monde justement pour apporter ce projet crédible. Et donc c'est pour ça que Mattia Binotto, ce n'est pas non plus la finalité du projet. Ah oui, très loin de là, bien sûr. Voilà, il va falloir que ça continue parce qu'il y a encore beaucoup de postes clés à pourvoir. Ouais, beaucoup de postes. Je suis pas trop d'accord. Quand Minardi s'est fait racheter, on n'a pas pensé aux performances de Minardi pour les performances de ceux qui ont été achetés. Je suis pas. À la différence de Minardi et Toro Rosso, c'est que Toro Rosso investissait, oui, beaucoup d'argent, investissait aussi pour de. Comment expliquer ça Expliquer le fait de tout ça, parce que quand Minardi a été racheté, c'était par Red Bull, et l'objectif de racheter Minardi n'était en aucun cas de concurrencer Red Bull et de donner un top 10. Exactement. Donc, là, en fait, les performances de Minardi suffisaient largement, tu vois. Ouais. Là, ce que veut faire justement Andreas Seidel et ce que voulait faire Andreas Seidel et surtout Audi à l'heure actuelle, c'est venir et gagner. On parle pas de Andretti Cadillac par exemple ou d'une autre écurie qui veut potentiellement arriver en Formule 1. Là, on parle de Audi. Audi, là où ils vont à chaque fois, c'est pour gagner. Donc, par exemple, Minardi et Toro Rosso, de toute façon, même à l'heure actuelle, c'est toujours pas un objectif de gagner hein, pour Visa Perbe. Hein. Williams à l'heure actuelle, l'objectif n'est pas de gagner dans la finalité. C'est même, en fait, c'est même impossible. Je prends les écuries clientes, à la différence de McLaren maintenant, bien sûr, mais ne peuvent pas gagner en Formule 1. Parce que l'air, et même McLaren, c'est totalement différent d'ailleurs, puisque c'est une écurie qui est née pour gagner. Enfin, qui est aujourd'hui toujours dans les infrastructures pour gagner. Mais les écuries clientes, genre Haas, genre Williams,
pour gagner en Formule 1, c'est du quasi impossible. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les infrastructures pour, et même, et même aujourd'hui, tu as tellement Red Bull qui est devant, tu as tellement McLaren qui est devant, tu as tellement Mercedes qui est devant, et tu as tellement même Ferrari qui est devant, que pour gagner régulièrement et se battre pour des titres mondiaux, ces écuries-là sont à des années-lumière en termes d'infrastructure pour gagner régulièrement. Gagner une fois, ok, mais gagner régulièrement, c'est totalement différent. Aujourd'hui, bien sûr, ça va devenir Voilà. quasiment impossible. Et c'est pour Maintenant, ça que par rapport à Audi, bon, c'est que le chemin, il est tellement grand, immense, qu'il faut être incroyablement prêt dès 2026. Donc c'est pour ça que ce qui se passe 2024 et 2025 en termes de performance en piste, c'est normal que ce soit inquiétant. Et je rebondis par rapport à Carlos Sainz, Baby Choum. Tu es Carlos Sainz, tu regardes ça, et on te présente un projet qui a pour but de gagner régulièrement en Formule 1 pour devenir champion du monde. Ah bah tu as de quoi être inquiet et tu as de quoi être aussi en train de te dire est-ce que je dois vraiment m'engager dans ce projet-là parce qu'à l'heure actuelle ça ne semble pas bon et tu en parlais forcément avec les querelles qu'il peut y avoir dans la direction. oui, c'est ça. Après, la pression aussi supplémentaire que peut avoir Audi, c'est tout bête. Mais voilà, t'en as parlé, en fait, c'est son palmarès hors Formule 1. C'est-à-dire que tu pouvais très bien être Audi ou même une autre marque, on va dire, qui n'a pas forcément cassé la baraque dans tous les domaines, qui arrive sans prétention et qui va juste demander en fait à progresser au fil des années pour ensuite atteindre son objectif, c'est-à-dire déjà gagner, ensuite gagner à la régulière et se battre pour un championnat du monde. Alors là, la pression qu'a Audi aujourd'hui, c'est de vouloir devenir bon tout de suite. Oui. C'est mission impossible. On va se le dire clairement, c'est Oui. mission impossible. 2026, ils vont pas jouer le titre. Ça va pas, c'est pas comme ça en fait que ça va se passer. Mais voilà, eux ce qu'ils veulent par exemple, dans l'idée, c'est arriver en 2026 et avoir les performances d'Aston Martin l'année dernière par exemple. Ouais. Voilà, ça pour eux, tu vois, ça serait une bonne entrée en matière et une bonne base solide pour la suite. Est-ce qu'ils arriveront à faire ce genre de performance ? J'en doute. En tout cas, j'émets quelques réserves. Mais cette pression-là, va pas falloir non plus qu'elle soit trop dévastatrice chez Audi et qu'on ne perde pas de patience trop vite. La Formule 1, c'est un autre monde, c'est un autre univers. Ça marche d'une façon totalement différente, en fait. Et la courbe de progression, elle est aussi très très longue, surtout quand tu viens d'arriver. Donc, voilà, cette pression-là, il y a aussi un côté où c'est eux-mêmes qui se la mettent. Et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, et c'est pour cette raison justement que dans la finalité de l'histoire par rapport au projet Audi, toutes les rumeurs qu'il y avait, toutes les informations qui couraient comme quoi le projet Audi était quelque peu en retard par rapport justement à la situation qu'il peut y avoir en interne, bah on avait raison finalement de s'inquiéter en fait. On avait raison de croire peut-être ces informations-là. Moi j'émettais d'une certaine manière des doutes parce que je pense que certaines écuries faisaient exprès de faire courir un vent de panique auprès de certaines personnes pour que les écuries ne perdent pas leur tête pensante, que justement ces têtes pensantes restent dans les écuries et prennent peur pour justement aller dans le projet Audi. Mais dans la finalité, Audi finalement le projet n'était pas si avancé que ça. Et je rajoute même 18 mois, hein. 18 mois avant le début de la saison 2026 de Formule 1. Donc, il est dur de quantifier à quel point Audi peut être en retard. Parce que Mattia Binotto qui arrive à 18 mois du début de la saison 2026, donc de l'entrée d'Audi en Formule 1, c'est très tard. C'est extrêmement tard pour une nouvelle arrivée dans un projet qui est absolument tout nouveau, comme même Baby Choum. Et ça, moi, je pense qu'on peut réellement insister sur ce point. C'est-à-dire que c'est comme si demain, la Scuderia Ferrari virait Vasseur, comme ça d'un coup, et mettait quelqu'un d'autre comme ça en pleine saison. Même, je vais même aller un peu plus loin. C'est comme si demain, Ferrari jouait le titre, était en fin de saison, et tout d'un coup, il disait « Ciao, on vire Vasseur, on met quelqu'un d'autre. » Alors que ça joue le titre, hein. C'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. Après, la situation chez Audi a fait que, visiblement, on s'est dit que ça nécessitait une intervention. Oui. Et qu'il valait mieux pas laisser envenimer les choses. Malheureusement, ce timing, il est arrivé maintenant. Oui. Donc, c'est dommage pour eux, mais fallait prendre une décision. Certes, 1 an et demi, c'est rapide, ça va arriver très vite, mais au moins il aura
1 an et demi justement pour trouver les bonnes solutions. C'est-à-dire qu'il y a beau y avoir des discords entre Oliver Hoffman et Andreas Seidel, c'est pas pour autant que, vu que maintenant ils sont plus là, tout est à mettre à la poubelle et on reprend le projet à zéro avec Non, Binotto. il y a une bonne base déjà, bien sûr. Il y a une base déjà qui est présente. Maintenant, ce sera à Binotto de regarder cette base et de voir ce qu'il y a amélioré. Voilà, il n'aura pas 3 ans de travail à faire en 1 an et demi. Non, lui, il aura juste à prendre la continuité de ce travail-là. Donc, c'est pas forcément non plus super tard d'arriver maintenant pour Binotto, vu le travail qui a été fait en amont. Oui, quitte à arriver à un moment, il faut mieux arriver maintenant que quand 1 an avant, quoi. Donc c'est clair, vu comme ça, et c'est effectivement vrai. Là, le point, et on avait commencé à parler des pilotes, mais c'est un point qui est tout bête, mais pilote, en fait. Pilote, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, et c'est ça aussi qui a peut-être joué aussi en la défaveur d'Andreas Seidel et aussi d'Oliver Hoffman, c'est le choix du deuxième pilote. Parce que cet homme que vous voyez là, Carlos Sainz, était considéré, et quand je dis depuis plus d'1 an, c'est réellement depuis plus d'1 an, comme le pilote qui devait être aux côtés de Nico Hülkenberg. Enfin, le même line-up était quasiment acté depuis quand même déjà un certain temps. C'était Nico Hülkenberg et donc forcément Carlos Sainz Jr. Sauf que Carlos Sainz Jr. avait énormément de doutes vis-à-vis du projet et la viabilité du projet Audi. Donc c'est pour ça qu'il retardait sa signature, au point où la signature, jusqu'à très peu de temps maintenant, n'était plus en fait dans les visions de Carlos Sainz d'ailleurs. Puis en fait, donc ça je disais que ça jouait à la défaveur du fait que ils ont Seidel et Hoffman, ou plutôt Seidel, n'a pas réussi j'ai envie de dire, à réussir à enrôler le choix numéro 1 d'Audi vis-à-vis qui était forcément Carlos Sainz. Mais désormais avec l'arrivée de Mattia Binotto, est-ce que c'est game changer réellement vis-à-vis du coéquipier de Nico Hülkenberg? Est-ce que Mattia Binotto pourra peut-être, j'ai envie de dire, retourner la situation et ramener finalement Carlos Sainz du côté du projet Audi, alors qu'il était proche de signer, d'ailleurs Sainz du côté de chez Audi, ou va-t-il aller peut-être chercher un autre pilote, parce que Sainz c'est trop tard? Oh, il est jamais trop tard pour Carlos Sainz. Hein. Ouais. Il s'est encore engagé nulle part. Il parle avec beaucoup de personnes sur la grille, mais il a encore une fois rien signé. Je pense que la nomination de Binotto chez Audi, je pense que déjà Carlos a dû être content. Voilà, de savoir en tout cas que Mattia allait rejoindre le projet. Après, je pense que, à mon avis, Binotto a dû lui dire au téléphone, je pense, tu vois, que bah oui, je viens chez Audi, je te veux avec moi. Est-ce que ça te dit de venir? Et là, je pense que Carlos, du coup, a peut-être dû reconsidérer l'offre d'Audi. Ça a changé, comme tu l'as dit. On est passé de Carlos qui fait traîner Audi au point où Audi se dit bon bah c'est bon Carlos, tu nous as saoulé, on passe à autre chose. Mais il n'avait pas forcément de plan sérieux en fait derrière, parce que depuis le début, la priorité, en tout cas pour Audi jusque-là, c'était Carlos Sainz. Ils avaient déjà verrouillé Hülkenberg parce qu'on savait qu'il voulait un Allemand, et de toute façon Hülkenberg il s'en fout, tant qu'il en est fin et qu'il s'éclate. Bah c'est parfait pour lui, donc lui ça a pas été trop difficile pour lui. Maintenant il faut aussi se mettre à la place par exemple de Carlos Sainz. Tu quittes Ferrari qui est dans les 3-4 meilleurs teams pour faire un petit peu un saut dans l'inconnu. Ouais. Sachant que tu as des projets à côté qui sont stables, que tu sais que il y aura peut-être aussi des regains de performance à droite à gauche, alors que Audi tu ne sais pas ce que ça va donner. Mais par contre t'as des hommes, notamment comme Binotto, qui seront peut-être capables de trouver les mots pour faire venir Carlos Sainz. Et je pense que quand Audi arrivera en 2026, je pense qu'ils voudront un line-up d'expérience, donc ils l'auront avec Hülkenberg, et de performance aussi avec Carlos Sainz. Bien sûr, oui. Et le fait d'avoir Mattia, ça pourra peut-être jouer dans la balance, et peut-être faire un stop, encore une fois, un énième stop dans les négociations que Carlos a à droite et à gauche. Bon pour être honnête, si Carlos Sainz, par exemple, remet... parce que Williams et Sainz, c'est terminé. Parce que Williams ne veut plus attendre Carlos Sainz, alors que Sainz était sur le point de signer avec Williams. Mais si par exemple Carlos Sainz dit à Alpine, par exemple, ah bah non, il y a quelqu'un que j'aime bien qui arrive du côté de chez Audi, croyez-moi que c'est Audi ou finalement rien pour Carlos Sainz. Hein. Sinon, il va rester au Pôle emploi pour toute la saison prochaine. Bon. Parce que là, au bout d'un moment... Après, tu te mets en position de Carlos Sainz, je le remets. Hein. Moi, je pense que Carlos Sainz
manque de respect à certaines écuries en Formule 1 en se faisant attendre, mais ce manque de respect est compréhensible d'une certaine manière parce que Sainz, il veut la meilleure opportunité pour la suite de sa carrière. Notamment, il pense à Mercedes, mais Mercedes ne veut pas de lui. Et il attend de voir aussi ce qui peut se passer du côté de chez Red Bull avant de signer quoi que ce soit avec une écurie de Formule 1, bien sûr. Mais le fait est qu'il y a quand même un manque de respect d'une certaine manière, quoi. Ouais, et puis bon, de toute façon, tu vois, à la différence d'Ocon, où bon, bah, on sait qu'il va signer chez As, on attend juste le tampon certifié, validé, officialisé, tout ce que tu veux, qui va arriver dans la semaine. Normalement, c'était ce soir, bon, visiblement, c'est jeudi, voilà. Mais on attend que ça arrive. Je pense que Carlos, au plus tard, à mon avis, je pense que vraiment, au plus tard, on le saura à Monza. Oui. On saura où est-ce qu'il ira Carlos l'année prochaine, à mon avis, au plus tard à Monza. Ouais. Donc, c'est juste qu'en fait, ça aura traîné beaucoup trop pour quelqu'un qui est constamment en stress de ne pas aimer, ne pas avoir de volant officiel pour l'année suivante. Alors tu il a rien. Voilà, mais c'est lui qui l'a déclaré. Hein. Ça, c'est lui qui l'a déclaré en fait avant d'avoir prolongé son contrat chez Ferrari, où il disait il aime pas piloter sans savoir est-ce qu'il sera l'année d'après. Ouais. C'est lui qui l'a dit. Après, il nous a dit qu'on saura ça bien assez vite. Ensuite, parce qu'il faisait pas beau. Ensuite, parce qu'il y avait le triple header. Ensuite, machin. Donc, tu vois, parce qu'il y avait l'euro. Enfin, bref. Voilà, non mais voilà. Il y a eu beaucoup de retardements justement sur des potentielles annonces parce qu'on a l'impression que dans les gestions en tout cas de contrats peut-être que Carlos Sainz était en train de faire, il te disait oui dans un premier temps et puis il avait le contrat sous les yeux, il fait j'hésite. Sauf qu'au moment où il hésite, bah, il a un coup de fil d'un autre team, donc il va aller voir l'autre team, il va laisser en stand-by l'autre. Sauf bah l'autre elle est prise pour une conne, donc forcément elle va pas forcément aimer le comportement de Carlos. Donc ça va limite stopper les négociations. Sauf qu'il a deux doigts. C'est bon, il était à deux doigts de signer chez Williams, à deux doigts de signer chez Alpine. Sauf que dans un premier temps on l'envoyait chez Audi et maintenant on le renvoie chez Audi, tu vois. Donc oui. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, c'est extrêmement compliqué. On verra comment Carlos Sainz se débrouillera, mais c'est vrai que là, la façon dont il est en train de se comporter est en train réellement d'agacer certaines écuries. C'est Jacques Villeneuve qui en parlait très bien en disant que les écuries commencent à en avoir marre de Carlos Sainz. Maintenant, la situation est qu'il est proche de signer chez Alpine, et s'il ne signe pas chez Alpine, il pourra retourner voir Mattia Binotto parce que beaucoup de gens l'oublient, et j'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Quand Mattia Binotto a été officialisé du côté de chez Audi, il y en a beaucoup qui ont dit « Ah bah on comprenait pourquoi Carlos Sainz ne signe pas chez Audi ». Alors, bon de rappeler que Mattia Binotto, pour ceux qui ne le savaient pas, hein, mais ne lisez pas tout ce qui se passe sur internet quand même, mais Mattia Binotto et Carlos Sainz, ils ont une excellente relation. Aux grandes dames de Charles Leclerc. Hein, bien copains. Hein, ils sont version 2022. Ah non, mais vraiment. Ah non, mais ils sont très, ils ont une excellente relation. Et de ce fait-là, voir Mattia Binotto arriver du côté de Audi, ça peut réellement faire, j'ai envie de dire, balancer la balance entre guillemets, parce que Sainz serait bien bon leader d'Audi et avec un bon gros salaire. Donc de ce point de vue-là, Sainz serait très très content. Maintenant, à voir la suite du projet, bien sûr, entre Audi, parce que c'est vrai, c'est ça l'information, et je le rappelle encore une fois pour ceux qui n'étaient pas là, je remets ça ici. C'est donc l'arrivée de Mattia Binotto à la tête du projet Audi. C'est lui désormais le grand patron du projet Audi en Formule 1. On verra comment ça évoluera, bien sûr, mais c'est une énorme nouvelle dans le monde de la Formule 1. Bien sûr, les copains.